aujourd'hui, nous allons donc clore ce propos sur un thème que je le disais à l'instant, que j'ai hésité beaucoup à intégrer dans le propos. J'aurais eu très envie de terminer avec M. Bocuse, M. Guérard. C'était quelque part idéaliser le propos et je ne voulais pas non plus le faire, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre quotidien, c'est le quotidien de nos enfants, de nos petits-enfants, et ça a des aspects très inquiétants, il faut le dire, certains même sont carrément terrifiants. Et je tenais absolument à vous en parler. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans le bain, et on a beau dire qu'on va au marché, qu'on aime les produits frais, qu'on fait la soupe nous-mêmes, et tout ce qu'on voudra, eh bien il n'empêche que cet environnement qui est le nôtre du point de vue de l'alimentation, nous ne pouvons pas y échapper. Et je vais vous le prouver d'une manière très lumineuse dans le propos aujourd'hui. Alors, je vais reprendre donc là où j'en étais resté. Je vous avais dit... Voilà, nous en étions restés là, les gammes. Voilà. Alors, la restauration hors foyer, qu'on appelait autrefois restauration de collectivité, on ne dit plus collectivité aujourd'hui parce que c'est péjoratif, paraît-il. Moi, je ne vois pas pourquoi. Mais enfin, c'est une forme de restauration dans laquelle on traite toujours un nombre de couverts important, toujours. Et même si on ne traite que 100 couverts, ce sera important dans la mesure où il y a très peu de personnel pour les faire. D'accord ? Bon, on traite toujours, on va travailler selon un ratio de main-d'œuvre extrêmement faible, et qu'on a très peu de main-d'œuvre pour faire un grand nombre de couverts, quel que soit l'échelon qui est adopté, quel que soit le contexte. Et cette restauration s'adresse à des clients généralement captifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de manger là où on les nourrit. Bon, quand on est hospitalisé, quand on est en prison, bon, c'est pas notre cas, mais enfin, on ne sait jamais, on a encore le temps d'y faire un tour, qui sait. Quand on est élève ou étudiant, ça pour nous c'est terminé, mais enfin bon, on a connu ce temps-là, etc., etc. Voilà. Par opposition à cette restauration hors foyer, eh bien, il y a la restauration dite commerciale, mais c'est un peu vicieux parce que la RHF, elle est commerciale elle aussi. Son but est quand même de gagner de l'argent, ne rêvez pas. Les sociétés qui se partagent le marché, qui ne sont pas très nombreuses, il y a 3 gros poids lourds et puis des petits roquets qui aboient tout autour, hein, mais tout le monde veut gagner de l'argent. Et donc on gagne de l'argent par l'effet du nombre de couverts servis, beaucoup plus que par la marge bénéficiaire brute que l'on dégage sur chaque couvert fabriqué et servi. Voilà. Alors, les contraintes en matière d'hygiène sont très lourdes. Pourquoi ? Eh bien, là il faut réfléchir un petit peu. La réponse évidente, c'est que on ne peut pas prendre le risque de nourrir beaucoup de gens sans faire très attention à ce qu'on leur donne à manger. Parce que vous allez dans un restaurant, vous mangez un produit qui n'est pas très frais ou qui a été préparé par quelqu'un qui n'était pas très propre, vous allez être malade, vous allez avoir des symptômes plus ou moins désagréables. Bien, à qui n'est-ce pas arrivé ? Ça va concerner quelques personnes à des degrés divers de niveau de malaise. Bien. Mais par contre, vous faites 1000 couverts, 2, 3, 4, 5000 couverts, et là, vous allez avoir statistiquement parlant, dans votre clientèle, un nombre beaucoup plus important de personnes susceptibles d'être incommodées par le produit pollué que vous avez servi. Il y a bien, alors je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas mon propos, c'est un sujet extrêmement intéressant, mais on est hors propos, et je vais simplement quand même vous donner quelques petits exemples de ce qu'on a défendu strictement par la voie législative et réglementaire, ce que l'on a défendu de faire aux cuisiniers qui travaillent en collectivité, et on va se poser une question. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule ? Et ça, c'est une question très importante, parce que quand on a travaillé dans ce milieu-là, on ne peut pas s'empêcher parfois de penser que ça fait bien les affaires, mais vraiment bien les affaires économiques de l'industrie agroalimentaire. Et il est, je pense, mais je n'en ai pas de preuve, je pense que très vraisemblablement, certaines dispositions réglementaires ont été instituées à la demande et sous la pression, plus ou moins directe, des gens qui permettaient de régler le problème. Vous savez, je vais prendre un parallèle. Le groupe Solvay, on ne parle pas de la même chose, le groupe Solvay vendait du sel. Il vendait du sel.
Que du sel. Pendant très longtemps, il a vendu du sel. Et le sel, c'est un produit qui sent très bien. On en met sur les routes, on en met partout, du sel, le sel. Et puis un beau jour, le groupe Solvay a dit on va se diversifier. Ils avaient les moyens de le faire, il y avait du cash. Et donc ils ont acheté des brevets pharmaceutiques et ils sont entrés, ils ont mis un pied dans l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je vous pose une question, vous pourrez le vérifier si vous voulez, qui détient au niveau planétaire l'ensemble des brevets sur les produits hypotenseurs, les médicaments hypotenseurs? C'est le groupe Solvay. Le groupe Solvay vend le sel, il vend le poison, il vend le contrepoison. Ben, pourquoi pas? C'est pas défendu. C'est pas défendu. Et en droit français, en droit romain, tout ce qui n'est pas interdit est réputé permis. Bon, dans l'industrie agroalimentaire, on a, je pense, un petit peu, souvent on se dit quand même. Bon, alors interdiction absolue de préparer des fonds de cuisine. Ouh là là, les fonds. Non, pas de fonds, interdit. Or, il n'y a absolument aucun risque à partir du moment où le fond est cuit et utilisé dans la foulée. On aurait pu dire, défense de préparer des fonds à l'avance et de les stocker. Oui, là on comprend, tout le monde comprend. Mais non, défense de préparer des fonds. C'est comme si on avait dit défense de faire du potage. On n'a pas pensé quand même interdire le potage. Pourquoi? Ben parce qu'en collectivité, on n'en sert pas. Essayer de vendre du potage à des lycéens ou à des... Non, pas de potage. Potage, c'est les grands-parents qui font du potage. Ou les arrière-grands-parents, enfin bon, c'est les ancêtres. Pas de potage. Non, mais on aurait pu dire défense de faire du potage. Défense de faire des fonds de cuisine. Eh bien, mais heureusement, Nestlé, etc., je parle toujours de Nestlé parce qu'ils sont tellement majoritaires dans ce domaine-là, ils ont tout racheté quasiment. Alors eux, ils ont tous les fonds en poudre, tous. Vous avez un catalogue, il y a tous les fonds que vous pouvez souhaiter en poudre. Et là, évidemment, il n'y a aucun risque. On aurait pu dire, attention, avec les fonds en poudre, ne les préparez pas à l'avance, parce que vous le laissez refroidir, tiédir, bouillon de culture. On ne s'est pas donné la peine de défendre ça. Moi, ça m'interroge. En tant que professionnel, ça m'interroge. Bien. Interdiction d'utiliser des œufs en coquille. Terrible. Les œufs en coquille, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Pourquoi? Parce que l'œuf, l'intérieur de l'œuf est un produit stérile. À partir du moment où la poule n'est pas malade, hein, comprenons-nous bien. Mais la membrane qui entoure le jaune et le blanc, et de la même manière que les membranes qui entourent l'embryon dans le ventre de la maman, eh bien ça ne laisse pas passer les virus et les bactéries. Si vous voulez, la nature a bien fait les choses. Tant que l'œuf n'est pas fêlé, bon. Mais pas d'œuf en coquille. Pourquoi? Parce que quand on casse l'œuf, on le pollue. Ah, évidemment. Bon, pas d'œuf en coquille. Mais heureusement, on trouve, frais ou en poudre ou surgelé, du blanc, du jaune, de l'œuf battu, de l'œuf en poudre, tout ce que vous pouvez imaginer, du blanc en poudre, tout. Aucun problème. Les œufs durs en saucisse, voilà. Interdiction de préparer de la mayonnaise. Alors on comprend un peu mieux quand même. Là on comprend un petit peu mieux parce que la mayonnaise, dans le genre bouillon de culture, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et il est assez facile, même chez soi, de s'intoxiquer. Bon, on va pas en mourir hein, en général, mais de s'intoxiquer avec de la mayonnaise pas très fraîche. Donc là, bon, c'est un produit battu, donc il y a de l'air dedans, il y a du gras, il y a du jaune d'œuf. Évidemment, c'est salé, c'est un petit peu acide, ce qui a tendance à diminuer le facteur de risque, mais quand même, un produit aérien, si vous voulez, aéré plutôt. Non, mayonnaise, bon, pas de mayonnaise, très bien. Heureusement, on peut l'acheter en seau de 5-10 kilos, il n'y a pas de problème, elle est très bonne. Très bonne, hein, très bonne, très chère, mais très bonne. Interdiction de préparer des crèmes dessert. Oh là là, crème dessert, c'est défendu. On a des poudres très bien pour faire ça. Avec du lait, stérilisé évidemment, de l'eau, etc. On finit par faire des choses qui n'ont plus goût à grand chose, mais au moins on ne va pas intoxiquer les clients. Et puis ensuite, des obligations draconiennes à respecter dans la préparation des légumes. Ah, alors là ça devient intéressant, parce que les mêmes lois obligent les architectes et les concepteurs de cuisine et d'unités de restauration à mettre en application, à rendre possible le principe de la marche en avant, qui va du produit sale au produit propre sans croisement des circuits, qui est une très bonne idée. Ça fait partie de la méthode HACCP. Donc, dans toutes les cuisines, vous allez avoir une légumerie, vous allez avoir une évacuation déchets séparée, vous allez avoir... Enfin, tout ça est prévu. Mais cependant, on a mis tellement de verrous dans l'utilisation des légumes frais que les chefs de cuisine, les intendants, les responsables d'unité, ils vont tout naturellement
acheter des produits de gamme 4 et 5. D'abord, ils sont toujours juste en personnel. Donc quelque part, le chef de cuisine va dire on n'y arrive pas, on ne sait plus donner de la tête. Les heures de travail ont été diminuées, tant mieux pour le personnel. Le coût de la main-d'œuvre a augmenté, tant mieux pour ceux qui touchent, tant mieux pour les assurances sociales, mais tant mieux pour tout le monde. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Donc, ça tombe bien, l'agroalimentaire peut vous fournir tout ce que vous voulez, en réfrigéré, en lyophilisé, l'embarras du choix. Évidemment, c'est cher. C'est cher, mais la main-d'œuvre est chère aussi, on va vous dire. Le temps coûte cher, ce qui est vrai. Voilà. Donc, il joue sur du velours. Donc, moi, la question que je pose, c'est celle-là. Est-ce que on a vraiment fait tous ces règlements dans le but unique de garantir la sécurité alimentaire, un peu comme les astronautes dans les capsules, hein. Il ne fallait absolument pas qu'ils aient la diarrhée ou envie de vomir. Parce que dans un scaphandre, on peut rien faire de pire, paraît-il. Bien. Et puis, au niveau des WC et des salles de bain, c'est... bon, voilà, on peut progresser, dirons-nous. Alors donc, on avait mis tout ça en équation, mais c'est un coup de génie de l'industrie agroalimentaire d'avoir récupéré ces notions-là et de les avoir imposées d'une façon très élargie. Et ça a généré des profits absolument dont vous n'avez pas idée. Parce que aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, c'est de très loin ce qu'il y a de plus profitable dans le domaine industriel. Parce que la clientèle est, par définition, presque illimitée et toujours en croissance. L'idéal pour un gestionnaire, la croissance. Deuxièmement, bon, les profits sont peut-être pas énormes sur le moment, mais ils se répètent tous les jours, parce qu'on mange 2 fois par jour, pour autant qu'on puisse le faire, évidemment. Mais ceux qui ne peuvent pas manger sont pas intéressants, ceux-là. On verra plus tard, si... Voilà. Bon. Et donc, on a un gisement de profit qui est absolument phénoménal. Et les industriels de l'agroalimentaire sont de véritables géants planétaires. Des géants planétaires qui ont une puissance inimaginable et qui souvent d'ailleurs échappent à leurs responsabilités, même quand ces responsabilités sont très très lourdes. Voir l'affaire des pizzas Buitoni, Buitoni c'est Nestlé, quand même des enfants morts, des enfants très lourdement handicapés à vie, ça fait déjà 1 an et demi que les faits ont eu lieu, on est toujours au stade de l'instruction, on instruit. On tourne autour du pot, déjà, plus le temps passe, moins les gens vont y penser. C'est, enfin bon, vous en pensez sûrement la même chose que moi. Alors, le paradoxe du métier de cuisinier, un métier qui est sous le phare des projecteurs, on va dire, du prestige, des grands chapeaux, des vestes à col tricolore, des émissions à la télévision en veux-tu en voilà, y compris à l'étranger. Moi, ça fait un moment que je ne suis pas allé en Angleterre, il y a bien... Oula, il y a 12-13 ans. Mais j'étais toujours étonné de voir aux heures de grande écoute, entre 19h et 21h, le nombre d'émissions de haut niveau sur la gastronomie, avec des chefs très compétents, des produits magnifiques, c'était filmé à la perfection, pour des gens qui ne font pas de cuisine. Parce qu'on n'en fait pas beaucoup, nous les Français, malheureux, ils n'en font pas du tout. Donc, il est normal que l'être humain rêve de ce qu'il n'a pas. Voilà. Donc, le prestige du métier de cuisinier, très grand. Donc, beaucoup d'élèves qui veulent rentrer dans les écoles hôtelières, ou en apprentissage, etc. C'est très attractif. Et puis, qu'en sort-il? Eh bien, il en sort qu'il n'y a personne pour travailler. Voilà. Parlez avec n'importe quel restaurateur, il vous dira, oh là là. Oh là là, il va vous dire, des cuisiniers? Ah non, il n'y a pas de cuisinier. Il n'y a pas de commis de cuisine, il n'y a pas de chef de partie, il n'y a rien. Il n'y en a pas. Et quand il y en a, il faut les payer une fortune, et souvent ils ne savent rien faire. Bien content s'ils ne picolent pas ou s'ils ne me volent pas dans les frigos, c'est devenu un drame. Et même en y mettant le prix. Et pourquoi? Alors, vous avez des chiffres quand même. Hein. À l'heure actuelle, en restauration, de l'avis du ministère du Travail, il y a 274 000 postes à pourvoir en restauration. Ce n'est pas que des postes de cuisiniers, bien sûr, hein, mais 274 000 emplois à pourvoir. Un emploi sur 7
dans la restauration est employé par un travailleur, est occupé par un travailleur sans papier aujourd'hui. C'est pas le Front National qui le dit, hein, c'est le ministère du Travail. On le sait très bien. Et on a la main très douce par rapport à ça, parce que ils n'ont peut-être pas de papier, mais enfin ils bossent. Ils sont là, ils font le boulot, et on a besoin d'eux, clairement. Et c'est pas que des plongeurs, hein. Attention, hein. Ça serait vite dit, c'est des plongeurs qui font ça. Non, 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 non. Bon. 274 000, c'est quand même, ça cause, hein, quand même, hein. Bien. Au bout de 5 ans, le chiffre du tiers, ça c'est la malédiction, ça s'appelle la malédiction de l'école hôtelière. Exactement. Un tiers des diplômés de cuisine, quel que soit leur niveau, hein, CAP, BEP, BTS, tout, sont encore dans le métier. Que font les autres? Autre chose. Ils ne sont pas au chômage. Hein. Parce que quand on a commencé par la cuisine, vous savez, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles et qui vous paraissent plus simples. Bien. Et le niveau technique moyen des cuisiniers qui, paraît-il, s'écroule. S'écroule. Alors, plus le métier est valorisé, moins il y a de bons professionnels et moins ils savent travailler. Bon, c'est quand même une équation, reconnaissez-le, pour le moins bizarre. Mais, ça va s'arranger. Ça s'arrange déjà. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une aubaine. Mais oui, c'est une aubaine, bien sûr. C'est comme si je vous disais, il n'y a plus de chauffeur pour conduire les voitures, mais M. Musk a inventé une auto qui se conduit toute seule. Tout va bien. L'auto n'a plus besoin de chauffeur. C'est le progrès, regardez. Grâce à tout ce qui existe, qui est soit tout prêt, soit à moitié prêt. Avec ce qu'on appelle des DLC, c'est-à-dire des dates limites de consommation, qui peuvent être supérieures à 20 jours pour des produits réfrigérés, mais qui sont élaborés dans des conditions d'hygiène tellement strictes et emballés dans des salles blanches, c'est-à-dire des salles dans lesquelles tout est contrôlé, y compris l'air ambiant. Un petit peu comme dans une salle d'opération, si vous voulez. Eh bien, on met ça dans des sacs étanches en polyéthylène, bien fermés, et on fait des tests de vieillissement. Au bout de 40 jours, c'est toujours bon. On analyse, il n'y a pas de bactéries dedans, il n'y a pas de développement bactérien, etc. Donc, on arrive à la sécurité alimentaire avec des produits qui sont parfois très bons. J'ai visité personnellement, il y a assez longtemps, une usine dans Lyon où l'on fabriquait 2 produits, du bœuf bourguignon et du canard à l'orange, pour Air France. Alors, ce n'était pas le canard Air France de Jacques Martin, vous savez, celui qui avait 1000 heures de vol, non. Canard à l'orange, et tout était conditionné en monoportion. Une portion, petit sac. Et ça partait dans les avions pour la classe où on mange bien. Voilà. Pas pour la classe touriste, non, non, non. Là, il y a un sandwich racorni, non. Voilà. Et donc, c'était spectaculaire. Les gens travaillaient en combinaison, etc. Et le produit était parfait. C'était fabriqué comme moi je le faisais avec mes élèves à l'école hôtelière, de la même manière, avec les mêmes produits. Donc, si vous voulez, la réponse est là. Et là, c'est un cas un peu limite, mais si un jour vous en avez l'occasion, essayez de mettre le nez dans le catalogue d'Avigel. La société d'Avigel. D'Avigel, qui est basée à Dieppe. Les usines sont à Dieppe. Pourquoi Dieppe? Parce qu'à l'origine, d'Avigel, ce sont des gens qui pêchent, qui surgèlent à bord des bateaux et qui vendent du poisson fileté, coupé en darnes, surgelé. À l'origine, c'est leur métier. Ils se sont mis ensuite à fabriquer de tout, parce que il y avait le marché. Mais le catalogue d'Avigel, quand vous êtes cuisinier et que vous ouvrez le catalogue d'Avigel, vous avez envie de vous asseoir par terre et de vous mettre à pleurer. Parce que vous dites, je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien, c'est fini. Ils font tout. Et c'est bon. Et c'est bon. Alors dire, oui, c'est bon, mais c'est cher. Oui et non. Parce que si vous faites l'économie d'un chef de cuisine au passage, ça se compte, va dire le gestionnaire. Ça se compte. Et ça se compte tellement bien que Davigel croît et embellit chaque jour que Dieu fait. Alors, les avantages, d'utiliser des produits semi-élaborés ou déjà complètement élaborés. Regardez, il n'y a plus de perte de marchandises, du tout. On ouvre ce qu'on va vendre. Point final. Des DLC de 20 jours, 25 jours, parfois même jusqu'à 40 jours. Ça permet de gérer les stocks, ou alors il faut être très très mauvais
dans la gestion des stocks. Un besoin de main-d'œuvre en cuisine extrêmement réduit. On a besoin de gens qui vont ouvrir les sachets correctement, qui vont les faire réchauffer correctement, certes, mais des vrais cuisiniers qui font la cuisine, qui ont de mauvais caractère, etc. Non. Parce que si les ouvreurs de sachets ont mauvais caractère, on les fout à la porte, on en prend un autre, hein, c'est pas un problème. Cuisinier, c'est plus difficile. La sécurité alimentaire parfaite, à condition évidemment de faire attention à ce qu'on fait. Parce que si on travaille les produits avec des mains sales, on va les contaminer, retour à la case départ, évidemment. Donc il y a un besoin minimum de formation, et c'est le tendon d'Achille du système. Parce que, évidemment, on a besoin de gens peu qualifiés, et les gens peu qualifiés, ils sont peu formés, voire pas du tout. Et quand vous leur parlez de bactéries, c'est que c'est ce truc-là, encore un truc pour nous emmerder. Ils vont dire, encore quelque chose pour nous casser les pieds. Oui, mais il faut vous laver les mains après être allé aux toilettes, soigneusement, etc. Il faut pas vous essuyer avec le torchon que vous avez là. Non, il faut vous essuyer avec un essuyage que l'on jette, etc. Bon, on complique. Donc ça, c'est le tendon d'Achille du système, si vous voulez, mais ce n'est pas incontournable. Évidemment, non. Alors, de là, des relations apaisées avec les services de la redoutable direction départementale des services vétérinaires. Les empêcheurs de tourner en rond, les empêcheurs de restaurer tranquillement. Bon, il n'y en a plus beaucoup, on ne les voit pas souvent. Une inspection en moyenne tous les 6 ans dans la restauration commerciale. Bon, on a le temps de voir venir. Bien, on a le temps de déposer le bilan et de rebondir ailleurs. Mais ils existent quand même. Et les amendes sont terriblement dissuasives. C'est la fermeture administrative, c'est la publicité sur le Hard Rock Café à Paris, qui avait été pincé la main dans le pot de confiture avec de la viande hachée, crue, contaminée. Fermeture administrative 3 mois, affichage avec format obligatoire sur les vitrines, publicité dans la presse, ils s'en sont pas remis. Ils ont vendu le fond, ils sont allés voir ailleurs. Ça tape très dur quand ça tape, mais ça tape pas souvent. C'est comme la foudre. Tout le monde sait que la foudre, ça peut vous tuer, mais bon. Des gens tués par la foudre, il y en a 2 ou 3 chaque année, quoi. Et, voilà. Une offre commerciale qui est libérée de la contrainte des approvisionnements. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'on en a fini avec cette vieille lune de la cuisine du marché. On va au marché voir les bons produits, on voit ce qu'on va faire avec, on change la carte, et pas de salisette. On va faire une carte qui plaît au client, on va la changer 2-3 fois dans l'année pour éviter la lassitude, et rouler jeunesse. Gestion commerciale évidemment très simplifiée, des économies considérables sur l'implantation des cuisines, considérables. Pour équiper aujourd'hui une cuisine, je dirais, de 80 couverts en commercial aujourd'hui, c'est une affaire d'au minimum 100 000 euros, hors taxe, au minimum. Et on fait attention à ce qu'on achète. Bon, là, on a besoin de beaucoup moins de matériel. Il faut plus de froid, mais bon. Des économies d'énergie très importantes, alors ça, par les temps qui courent, je passe. Et donc, tout ça fait que, pour dégager une marge commerciale intéressante, ça va être beaucoup plus facile. Évidemment, parce que la marge commerciale, elle est toujours inversement proportionnelle aux contraintes qu'il faut gérer pour la dégager. Bien connu. Voilà. Donc, l'industrie agroalimentaire, eh bien, elle vous offre la solution quand vous êtes restaurateur. Comment la refuser ? Comment la refuser ? Peut-on encore dire que la cuisine est faite maison ? Ah, ça c'est intéressant. Eh bien malheureusement oui. Malheureusement on a le droit. Légalement parlant, vous pouvez, à partir du moment où vous avez haché un peu de persil et vous l'avez mis sur le bœuf bourguignon qui vient du sac, que vous avez vendu d'Avigel et que vous avez réchauffé, mis en température, c'est fait maison. Légalement parlant, c'est maison. La répression des fraudes a signé et publié une directive là-dessus il y a déjà plus de 20 ans. Il suffit que le produit soit personnalisé. Un peu de persil haché, un crouton, c'est personnalisé.
Ah oui, des maisons. On ne dit pas de quelle maison il s'agit, bien sûr. C'est comme le produit de la ferme. Hein. De quelle ferme s'agit-il? Peut-être une ferme où il y a 10 000 cochons. C'est une ferme. Selon le canard enchaîné, alors j'ai mis courant 2018 parce que j'ai cherché dans mes archives, je suis passé ordonné, j'aurais dû le mettre de côté. Il y avait un article, vous savez, dans la petite rubrique, pour ceux qui lisent le canard enchaîné, conflit de canards. C'est toujours plus ou moins relatif au monde de l'alimentation. 75%, c'était 2018, il y a déjà 5 ans, hein, 75% de ce qui est servi aux clients en masse, en tonnage, vient de façon plus ou moins directe d'une usine agroalimentaire. Moi, j'en suis pas du tout surpris, du tout. Parce que quand vous êtes du métier, ce que vous avez dans l'assiette, vous le voyez. Vous le voyez. Parce que pour aussi bien que ça soit fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme... c'est trop parfait des fois. C'est trop parfait. On n'y discerne pas la main de l'homme. Ni de la femme. Voilà. Alors, la réaction, vous l'avez là. Les professionnels, les vrais, parce qu'il y en a, évidemment, ils ont essayé de réagir. Ils ont essayé de réagir. Alors on a développé des labels. Vous les voyez affichés sur le Restaurateur de France, les Maîtres cuisiniers de France, le Collège culinaire de France. Alors, le problème de tous ces labels, c'est qu'ils sont tous d'adhésion volontaire, ils sont tous payants. Vous savez, vous avez peut-être remarqué, prendre une comparaison très édifiante, quand vous entrez dans Tarbes, vous avez des petits panneaux où vous avez ce qui veut dire démarche exemplaire. D'accord? Vous regarderez sur les entrées de Tarbes, 3 abeilles, apicité. Alors, qui délivre ces labels? C'est l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, qui délivre à certaines communes sur la présentation d'un dossier. Donc il faut présenter un dossier, et on a le label apicité, 1 abeille, 2 abeilles ou 3 abeilles. Alors 3 abeilles, c'est le top. Et la ville de Tarbes a le label 3 abeilles. Alors moi j'habite Tarbes, je paie mes impôts à Tarbes, je suis apiculteur. Je peux vous garantir que dans le genre de l'escroquerie, je pourrais en parler, hein, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi je parle comme ça. C'est une escroquerie de grande ampleur. Mais pourquoi l'UNAF fait ça? Parce que ça leur apporte des sous. Il faut donner le dossier, il faut l'instruire, etc. On met ce qu'on veut dedans, il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle. Et on paie, combien d'après vous? 1 200 €. 1 200 €. Et l'UNAF, qui a besoin d'argent. Hein. L'UNAF a besoin d'argent. Il faut payer un avocat pour aller en justice contre les néonicotinoïdes, etc. Ça coûte très cher, tout ça. Bon. Alors, je fais aussi partie du syndicat 65 des apiculteurs. Et donc, on est adhérent de l'UNAF. Alors, la première fois, on leur a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous donnez ce label à la ville de Tarbes, qui, de toute évidence, ne le mérite absolument pas? Ah ben oui, mais alors ils ont tourné autour du pot, vous comprenez bien, très bien. Donc on pourrait imaginer qu'on demande l'avis des locaux, des gens qui ont vraiment des ruches, si vous voulez. Parce que le maire de Tarbes, il n'exploite pas de ruches, hein. Je peux vous garantir, il fait plein de trucs, mais il ne fait pas d'apiculture, hein, monsieur Trémège, ça c'est sûr, du tout. Et bien là c'est un peu pareil, on a un label, on a payé pour l'avoir, alors on remplit certains critères, certainement, mais ça peut vous dire que le patron est cuisinier. On ne va pas lui donner ce label s'il n'est pas cuisinier, certainement pas. Ou peut-être qu'il n'est pas cuisinier, mais qu'il emploie de façon pérenne un cuisinier compétent. Certainement, il y a des conditions à remplir, mais ça ne va pas au-delà. Cela dit, c'est surtout, moi je trouve que c'est un peu pathétique, parce que les gens, ils ont besoin de remettre de la confiance là où il y en a de moins en moins, en réalité. Et le problème est là. Voilà. On va changer un peu de sujet. Maintenant, on va parler de nous. Alors, les goûts et les attentes du public, c'est ce qui conditionne l'offre de la restauration, bien sûr. On va toujours essayer de donner aux clients
ce qu'il attend, ce qui lui plaît. Quand on arrive dans une entreprise et qu'on est chef de cuisine, la première question qu'on pose à la direction, c'est « Parlez-moi des goûts de vos clients ». C'est comme ça qu'on doit démarrer. Bon, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui se vend bien chez vous, etc. Bien. Et c'est comme ça qu'une patronne m'avait dit un jour dans les Alpes à Megève, j'avais dit, mais vos clients, etc. Elle me dit, oh, vous savez, chef, elle m'avait dit, mes clients, ils aiment beaucoup les légumes, ils aiment tous les légumes à partir du moment où ce sont des pommes de terre. Elle m'avait dit. Voilà. Et c'était vrai. Alors, quelque part, quand on a fait du ski toute la journée, on a envie de nourriture un peu roborative, hein, si vous voulez. Voilà. Bon, c'est normal. Voilà. Alors, parlons tout d'abord des bio. Alors, les bio, alors le bio, c'est comme une religion. Alors moi, je vous avoue, je suis personnellement, je me range dans cette catégorie-là. Je fais attention à ce que je mange, à ce que j'achète, mais je n'achète pas uniquement des produits labellisés, parce que je sais très bien comment le label est donné. C'est un petit peu comme le label dont je viens de parler. Hein. C'est bon, c'est pour avoir le label bio, il faut parfois pas grand-chose. C'est beaucoup de papiers, de documents, des inspections qui sont parfois faites au trop. Parfois, pas toujours, ça dépend. Il y a plusieurs organismes certificateurs, plusieurs, pas tous très sérieux. Voilà. Mais moi, quand les gens me disent « Oh, tu arrives avec ton bio, tu nous fatigues, le bio c'est comme tout le reste », je dis « Attendez, demain matin, nous devons tous recevoir des coups de pied dans le derrière. Mais heureusement, on a le choix du nombre. Est-ce que vous préférez en recevoir 100 ou en recevoir 10 ? Ou des coups de bâton, hein, si vous voulez, coups de bâton. C'est demain matin un coup de bâton pour tout le monde. Mais on vous donne le choix, vous pouvez en avoir 10 ou 100. C'est ça, en réalité. Il est clair que les produits labellisés bio ne sont pas exempts de polluants et de contaminants, c'est clair. Il y a ce qui tombe du ciel, il y a ce qui vient par l'air, etc. Il y a ce qui vient du champ à côté, c'est une affaire entendue. Maintenant, si vous vous donnez la peine d'aller dans une exploitation d'agriculture biologique et de regarder l'état des sols, et de comparer avec l'état des sols chez le voisin, vous n'allez pas creuser longtemps. C'est clair. Bon, il y a des raisons objectives de penser que c'est mieux ou moins mal, selon que pour vous le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Le label AB a malheureusement été très fortement dégradé par la réglementation européenne en 1997. Si vous vous intéressez à l'histoire du label bio, agriculture biologique, en 1997, l'Europe a fortement dégradé les conditions d'attribution du label, dégradé, je veux dire, en les assouplissant. Bon, cela dit, on peut aussi s'approvisionner, notamment quand on habite dans un endroit comme ici, on peut s'approvisionner. Vous savez, quand vous faites le tour du marché, vous regardez déjà l'étal. Vous avez des étals sur lesquels il y a des produits de saison, un peu comme dans mon jardin, et puis des étals où il y a de tout, y compris ce qui vient de l'autre hémisphère. Bon, premier critère. Ensuite, vous regardez à quoi ressemblent un petit peu les légumes. Bon, des légumes qui ont été cultivés avec un minimum de produits phytosanitaires, ils le portent sur eux. Ils le portent sur eux, parce que quand vous avez des limaces dans le jardin, à part les ramasser à la nuit tombée, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, sauf bien sûr avec de l'agrochimie, évidemment. Hein, voilà. Donc, je disais à mes élèves, quand on ouvrait une salade, un atelier, qu'il y avait un verre dedans. Oh, chef, il y a un verre dans la salade. J'ai dit, attendez, voyons. Ou une limace. J'ai dit, écoutez, surtout ne lui faites pas de mal. On va la prendre, on va la mettre dans la pelouse tout à l'heure. Mettez-moi ça dans une petite boîte. Et je leur disais, mais écoutez, vous devriez être heureux de voir une limace dedans. Quand il y en a, il est normal qu'il y en ait. Elles sont comme nous, elles aiment la salade. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Réfléchissez un petit peu. Alors là, on entendait presque les rouages qui tournaient, si vous voulez. Ah ben oui. Alors, plus intéressant, les orthorexiques. Ça, c'est un sujet intéressant, parce que, c'est quoi les orthorexiques ? Alors, ça vient du grec. Vous avez les anorexiques, c'est ceux qui ne mangent rien. Hein ? Et puis, vous avez les orthorexiques, ceux qui mangent droit. C'est parti, en 1997, d'un psychiatre californien, spécialisé dans les troubles du comportement, et qui a fait une étude, alors je tiens à le dire en toute bonne foi au départ, hein,
il a vu que parmi ses patients, il y avait des gens qui étaient un petit peu azimutés. Ils finissaient par se dénutrir. Ils finissaient par se dénutrir parce qu'ils ne mangeaient plus. Ils n'avaient pas confiance dans ce qu'ils mangeaient. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc ils ne mangeaient plus. Ou pas assez. Ou mal. Ou déséquilibré. Et, quelque part, physiologiquement, ils s'affaiblissaient, naturellement. Ça induisait l'apparition de maladies plus ou moins graves et plus ou moins faciles à soigner. Et puis mentalement, ils entraient en dépression, quelque part. Parce que, voilà. Et c'est apparu aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, un de mes fils y a travaillé, à New York, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger, il aime le potage de légumes. Et il habitait dans Manhattan, il était logé par son employeur, donc il pouvait habiter dans Manhattan. Et un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, papa, c'est très compliqué, je n'arrive pas à trouver de légumes frais. Il n'y a pas moyen. Le seul que j'ai trouvé, c'est un épicier italien qui vend des carottes, des oignons, des poireaux et des pommes de terre. Mais alors, à quel prix? Il me dit, c'est au prix du foie gras quasiment, mais ça fait rien. Moi, il gagne bien sa vie. Et pourquoi? Parce que là-bas, tout est tout prêt, si vous voulez. Et depuis longtemps. L'industrie agroalimentaire, elle a mis tout en coupe réglée il y a très longtemps. Bien. Et donc, ce médecin, il a défini une nouvelle maladie, l'orthorexie. Oui, très bien. Mais, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'industrie agroalimentaire allait se jeter dans la brèche. Ah, ils ont dit, l'orthorexie, vous voyez, regardez, ils refusent nos produits. C'est des malades. Et oui. Et alors donc, on a, de façon très insidieuse, il y a eu dans des revues, dans des organes de presse, des études qui montraient que les gens qui étaient pointilleux sur l'origine des aliments et autres, finalement, c'était des gens déséquilibrés. Et toutes ces études, tous ces articles, tous ces publi-reportages, quand on a cherché un petit peu d'où ça venait, et c'était toujours rédigé en commandite par des gros de l'industrie agroalimentaire. Donc, si vous voulez, là encore une fois, vous avez une sorte de boucle de rétroaction qui s'est mise en place, de manière à jeter le discrédit sur tous ceux qui refusent de danser avec l'orchestre. Bon, c'est banal, me direz-vous. Voilà. Cependant, depuis quelques années, cette connotation pathologique a glissé, surtout chez nous. Et on peut dire, sans trop de nuances péjoratives, de quelqu'un qui est orthorexique. Moi, je vais vous dire, je n'ai aucun plaisir à manger certaines choses quand je n'ai pas le choix. Aucun. Et j'en mange le moins possible, parce que quand je n'ai pas confiance dans ce que je mange, disons que j'en sais trop. J'en sais trop pour pouvoir le faire d'un cœur léger. Voilà. Alors, orthorexique, oui, après tout, pourquoi pas? Moi, je veux bien être qualifié d'orthorexique, dans la mesure où je fais attention à ce que je mange. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a deux aspects de cette question-là. Quand je mange quelque chose qui est de provenance douteuse à mes yeux, non seulement j'estime que je me fais du mal, deuxièmement, je déroge à mes principes, ce qui n'est pas très agréable, et troisièmement, j'encourage le crime. Oui, quelque part. Un peu moins mal vu, surtout aujourd'hui, vous avez les locavores. Alors, je pense que vous êtes, comme moi, vous êtes tous locavores. Bon, ceux qui vont au marché, le jeudi, le samedi, sont locavores. On préfère acheter les produits qui sont faits sur place, pour des quantités de raisons, que je ne vais pas énumérer aujourd'hui, que vous les connaissez aussi bien que moi. Bon. Mais l'empreinte carbone, qui fait encore ricaner quelques personnes, on est même bien dans le vif du sujet. On commence à en voir les effets. Des effets particulièrement inquiétants et désagréables, cette empreinte carbone. Quand on vous dit qu'il y a eu une tornade sur le Missouri l'an dernier au mois de décembre, alors des tornades sur le Middle West, aux États-Unis, ça arrivait à partir du mois de mai. Ils avaient l'habitude. Puis des tornades qui rigolent pas, ça soulève les trains, etc. Voilà, bon, ça rase tout. Et là, ils en ont eu en décembre.
C'était la rubrique « On n'arrête pas le progrès ». Bon, donc l'empreinte carbone, on fait un petit peu attention. Il est vrai que, bon, cela dit, je veux vous dire, je mange des bananes quand même. J'aime beaucoup les bananes. Les bananes, elles viennent, je sais très bien d'où elles viennent. Ce qui veut dire que on peut orienter ses choix de vie d'une certaine manière sans être un ayatollah enturbané. Chacun met le curseur où il veut, évidemment. Voilà. Et cela dit, il y a quand même des gens qui, parmi mes fils, il y en a un, il ne mange plus de viande, c'est terminé. Zéro. Plus de viande du tout. Il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. Fini. Et puis il ne déroge pas. Il peut sauter le repas. S'en fiche. Et il ne mange plus rien de ce qui n'est pas fait sur place. Alors lui, c'est un ayatollah, lui. Je lui dis des fois, il s'appelle Renaud, tu manques que le turban, je lui dis des fois. Donc le turban, il a déjà la barbe d'ailleurs, mais voilà. Bon, chacun met le curseur où il veut. Mais il est quand même vrai que, surtout quand nous avons la chance, quand on a la chance d'habiter comme nous, un endroit où il y a quand même de la ressource. C'est pas le cas partout, hein. Vous avez parfois des endroits où les ressources locales elles sont beaucoup plus restreintes. On échappe plus difficilement au syndrome du supermarché le samedi. Mais nous, on a quand même des solutions. Évidemment, ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins simple, c'est pas... mais voilà. Ah, les végétariens. Alors, les végétariens, eux, ce sont des gens qui sont des gens de conviction, on va dire. Des gens de conviction. Il y en a plusieurs sortes parmi eux. Vous avez des végétariens extrémistes. Je ne parle pas des véganes, je vais en dire un mot après des véganes, c'est encore autre chose des véganes. Des végétariens extrémistes qui pensent que la viande est nocive à l'organisme, particulièrement la viande rouge. Bien. Et donc, pas de viande parce que c'est pas bon de manger de la viande. Bon, alors, moi je ne tranche pas ce débat-là, je pense qu'ils ont tort, mais bon, je pense que c'est pas vrai. Je pense que la vérité, elle est dans la bonne mesure, dans ce domaine comme dans bien d'autres. Mais ça peut être ça. Après, vous avez des gens qui sont végétariens parce qu'ils se réfèrent au bien-être animal et qu'ils estiment que les animaux d'élevage ne sont pas bien traités et que par conséquent, consommer leur chair, c'est cautionner un système de production qui n'est pas acceptable. C'est un point de vue qui, à mon sens, est un peu plus recevable. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux ne pas trop s'intéresser de près à la manière dont on produit la grande majorité de la viande qui est consommée. Il ne faut pas s'y intéresser de trop près parce que on pourrait bien devenir végétarien assez rapidement. Bon, cela dit, nous fonctionnons, nous, sur des fantasmes. Moi, quand j'étais gamin, j'allais avec un vieil oncle, un grand-oncle, c'était un des frères de mon grand-père, qui était boucher à Bagnères. Et je me souviens, le matin, on partait de bonne heure, avec la bétaillère, et on allait dans les baronnies acheter un veau, des agneaux, etc. On les ramenait, il abattait lui-même à l'abattoir. Moi, j'avais 8 ou 10 ans, j'allais à l'abattoir. Ça ne me dérangeait pas. Je ne sais pas si j'irai encore aujourd'hui dans un abattoir, je ne suis pas sûr. Et les animaux, ma foi, ils étaient dans le pré. Ça, c'est clair. Ou dans l'étable, en plein hiver. Mais c'était des animaux qui avaient manifestement eu une vie, on va dire, convenable. Ils étaient à l'herbage, etc. Voilà. Bon. Ensuite, ils restaient pas en stabulation pendant des heures, à mourir de soif, en plein soleil, comme ça se fait hélas beaucoup. Voilà. Donc, c'était un autre contexte. Et pour moi, c'est encore ça la viande, si vous voulez. Alors, je sais pertinemment que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plus ça du tout. C'est fini. Mais, est-ce que c'est si vieux que ça ? C'est vieux comme moi, quoi. Pas tant que ça. Alors, la quasi-totalité des végétariens, ils sont bio, bien sûr, hein, ils sont bio. Les végétariens non bio, je ne pense pas que ça existe. Alors, vous avez une... je vois là, dans mes notes que j'ai oublié de vous en parler, je l'avais mis dans le chapitre des orthorexiques, vous avez en moyenne aujourd'hui
de contrôler assez facilement les produits que vous achetez. Je vais en reparler quand je vais parler des additifs, avec certaines applications que vous mettez sur votre portable, dont la plus connue est Yuka, vous connaissez sans doute, qui vous permet d'avoir une idée, disons, peut-être pas parfaitement juste, mais assez intéressante du produit que vous achetez. Le problème, c'est que leurs critères, moi je les trouve un peu discutables, mais c'est quand même très intéressant pour des gens qui n'ont pas de notion d'hygiène alimentaire, si vous voulez. Voilà, donc ils vont coter des produits, ils les cotent de 0 à 100, voilà, hein, et en justifiant leur cotation par rapport à la composition du produit en nutriments. Alors eux, c'est pas la question de bio ou pas bio, hein, ils n'entrent pas là-dedans, hein. C'est par rapport à la composition en termes de trop salé, trop sucré, trop gras, par exemple, et les additifs. Voilà. Alors, ça présente un intérêt quand même si, moi je dis parfois à mon épouse, qui elle a le Yuka à la main en permanence, je dis, tu sais, c'est quand même, c'est une façon de voir les choses qui est un peu restrictive, malgré tout. Parce que pour avoir 100 sur 100, à part l'eau, et encore. Bon, c'est un problème de critérisation pour moi. Mais ça a le mérite d'exister. Et je peux vous assurer que les industriels de l'agroalimentaire s'en méfient beaucoup et en tiennent compte. Donc ça a des effets positifs. Il y a incontestablement des produits, on voit apparaître des produits aujourd'hui sur lesquels on écrit en gros dessus sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, etc. C'est un petit peu comme un spectacle où on irait sans coup de bâton, sans pique-cul dans le siège, vous voyez, on est quand même, on avance un peu, grâce sans doute, à ce genre de choses. Parce que je crois que l'ignorance globale du public dans ce domaine-là est assez grande. Parce que les gens n'ont pas eu forcément de formation dans ce domaine-là, parce qu'ils n'ont pas de raison a priori de se méfier. Au contraire, tout est fait pour la présentation des produits, la publicité, l'image. Tout est fait pour donner aux acheteurs la certitude, l'illusion, appelons ça comme on voudra, que les produits sont bons, que c'est bon pour eux, etc. etc. Bon. Alors, les flexitariens. Alors ça, c'est nouveau. Alors, moi, je suis flexitarien. Parce que je mange de la viande de temps en temps, quand je suis sûr qu'elle est bonne. Voilà. Surtout au restaurant, d'ailleurs. Comme je suis seul à en manger, ma femme ne veut pas en manger, eh ben, des fois, je me paye un plat de viande quand je sais que le restaurateur se fournit chez un boucher sérieux, etc. Voilà. Mais autrement, dans le quotidien, non. Non. Je mange de la viande très occasionnellement, mais j'en mange. Voilà. Alors, ce sont les végétariens flexibles. Voilà. Ils n'ont pas de dogme, mais ils sont exigeants sur la qualité. Ils ne veulent pas manger n'importe quoi. Ils préfèrent un peu de bon à beaucoup de médiocre. Voilà. Ils sont raisonnables. En général, ce sont des gens qui ne mangent pas trop. Ce ne sont pas des gros mangeurs, généralement. Et ce sont souvent des gens qui ont eu des problèmes de santé. Si vous voulez, souvent. Dans les statistiques, on se rend compte qu'ils ont souvent connu des problèmes de santé. Ça les a incités à faire attention. Le corps médical leur a dit, voilà, pas trop de ceci, pas trop de cela. Voilà. Voilà. Et ce sont des gens donc qui acceptent des exceptions à une règle qu'ils ont librement acceptée. Voilà. On peut les définir comme ça. Ils sont très très nombreux aujourd'hui, et particulièrement parmi les trentenaires, parmi les jeunes actifs, particulièrement. Les jeunes actifs éduqués, vous savez, quand on segmente la population, ça fait partie des catégories. Alors un mot pour finir sur les véganes. Alors là, je vous ai mis le symbole, le sigle officiel des véganes. Alors eux, ce sont des gens dont la croyance, parce qu'on est véritablement dans un domaine de croyance, là, je ne parle pas de religion, parce que ce serait excessif, mais on est vraiment dans une sorte de prêt-à-penser, il faut le dire.
Et leur modèle, c'est la Vegan Society qui a été fondée en Angleterre, à Birmingham, à la fin de 1944. Voilà. Alors, cette doctrine du véganisme en anglais, s'est répandue assez vite en Grande-Bretagne, puis aux USA, puis au Canada britannique, et enfin sur le continent européen. Alors ces gens-là, on les qualifie de végétaliens, ils ne mangent pas et ils n'utilisent pas non plus tout produit d'origine animale. Autrement dit, une ceinture en cuir comme ça, pas question. Des chaussures en cuir, non plus. Bien. Ça vient d'un animal. Voilà. Etc. Voilà, bon, si vous voulez, ça va donc très loin. Et alors la nourriture, bien évidemment, il n'en est pas question. Pas de laine non plus. Pas de laine, pas de ceinture, pas de chaussures. C'est du coton, oui, je suis encore pas tout nu, ça va. Bon. Alors, ce sont des gens. Je ne veux pas avancer ici un jugement de valeur, mais ils ressemblent quand même bien souvent à des extrémistes. Moi, j'avais une amie quand j'étais à Dijon, elle avait un blouson sur lequel il était cousu des étiquettes viande égale meurtre. Viande égale meurtre. Il y avait une étiquette ici, une étiquette là, viande. Elle était très gentille à côté de ça, hein, mais alors elle envoyait du lourd. Hein. C'était vraiment une militante. Hein, voilà. Bon, effectivement, pour manger de la viande, il faut tuer une bête, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, est-ce qu'on commet un meurtre quand on tue l'animal là? C'est un autre débat. Bien. Et alors, ils condamnent la chasse, ils condamnent l'équitation. Ah, parce que personne n'aime moins l'équitation que le cheval. Le cheval déteste l'équitation. Le cheval, ce qu'il aime, c'est qu'on lui foute la paix. Pas qu'on lui monte sur le dos. Et encore au moins qu'on lui fasse sauter des obstacles. Ben oui. Moi, j'ai demandé aux chevaux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Bien. Donc, pas d'équitation, ni sur les ânes, pas plus que sur les chevaux, etc. etc. Voilà, pas de poisson, pas de viande, rien du tout. Ça limite beaucoup quand même beaucoup de choses hein, dans la société dans laquelle nous vivons, énormément. Donc on comprend qu'il s'agisse presque d'un fait religieux. Presque. C'est-à-dire qu'il y a un dogme auquel que l'on doit accepter, on doit y adhérer, sans restriction. Excusez-moi, ça ressemble quand même pas mal à un fait religieux. Je ne donne pas de... Si vous voulez, je ne juge pas du tout en disant cela. C'est une observation. Mais c'est un dogme. C'est un dogme. Parce que prétendre qu'il ne faut pas monter sur le dos des chevaux, je suis désolé. Je connais des gens qui ont des chevaux et le cheval est très très content d'aller faire une promenade avec son cavalier sur le dos dans la campagne. Certainement. Donc je veux dire qu'il y a quand même, on est déjà avec ça dans le domaine de l'excès, à bien des égards. Voilà, mais je voulais vous en parler quand même parce que ça existe. Et ils ont même, paraît-il, de plus en plus d'émules à l'heure actuelle. Alors maintenant, on va finir en beauté. On va finir en beauté. Et je vais vous parler de l'escroquerie de la prétendue cuisine moléculaire. Voilà. Alors un peu d'histoire déjà. Alors, dans le début des années 1990, il y a un jeune Catalan qui est étudiant en sociologie, qui s'appelle Ferran Adrià. Et ce Ferran Adrià, c'est quelqu'un d'éduqué, il n'est pas bête du tout, il n'est pas feignant du tout, et pour payer ses études, il va faire la plonge dans les restaurants. Classique. Job d'été, il fait la plonge. Et puis là, il se trouve pétri d'admiration et d'enthousiasme pour la cuisine. Il va passer de la sociologie à la cuisine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est clair, c'est que ce n'était pas un cuisinier. Il ne l'a jamais été. Il va donc se payer une petite formation à Barcelone, dans un organisme privé, où on fait de la cuisine régionale, catalane. Parce que les Catalans, ils sont très catalans. Voilà. Les Catalans sont très catalans, vous le savez. J'en dis pas plus, il y a sûrement des Catalans parmi vous, donc je ne vais pas me faire des ennemis. Mais quand on est catalan, on est fier de l'être. Et donc, il y avait à Barcelone un institut où on enseignait, moyennant finance, à faire des recettes catalanes. Il y va, il se paye un petit stage, quelques jours. Oui, c'est tout. Et ensuite,
Et ensuite, là, il y a un vrai mystère. C'est qu'il va racheter un restaurant. Il n'a pas un sou. Il achète un restaurant. Et c'est pas moi qui vais vous dire comment il a fait. Hein. J'en sais rien. J'ai pas la moindre idée. Il achète un restaurant. Alors ce restaurant, il a été installé au bord de la mer par des Allemands qui avaient des sous, qui avaient acheté une maison, qui ont fait de l'agrandissement, etc. Et puis ce sont des gens qui adorent les petits chiens, les petits bulldogs. C'est le bully, en espagnol, c'est bully, le bulldog, bully. Et ils ont mis des petits bulldogs en pierre ou en plâtre, en je sais pas quoi, sur les piles du portail de l'entrée, et c'est le bully, c'est le nom du restaurant. Ça va rester. Voilà. Il achète le restaurant. Alors, ce restaurant, il appartenait au docteur, à Herr Dr. Schilling. C'était un Herr Doctor, je ne sais pas de quoi il était docteur, pas de médecine, vous savez que les Allemands ils sont tous Herr Doctor, les Français sont tous présidents et les Allemands ils sont tous Herr Doctor, c'est connu. Voilà. Et donc, ils avaient installé un petit mini-golf, etc. à la plage, puis ils en avaient marre, ils n'étaient pas du métier, ils en avaient marre, ils vendent à Ferrand-Adria. Bien qu'ayant bien cherché, il est impossible de savoir comment il a fait pour racheter cette boutique. Mais tout de suite, il va connaître, dans l'année qui suit, une réputation quasiment planétaire. Alors ça, c'est bizarre. Les journaux du monde entier, à commencer par des journaux américains, vont le présenter comme le novateur, le rénovateur de la cuisine, toutes catégories confondues. Dès le début des années 90, le critique gastronomique du New York Times va le qualifier de plus grand cuisinier de la planète. Il n'est pas cuisinier. Il aurait dit restaurateur. Oui, il était restaurateur. Et restaurateur qui exploite un restaurant, bien sûr. Le plus grand cuisinier de la planète. Dans le New York Times. C'est quand même un organe de presse très lu. Un gros lectorat. Et une aura mondiale. Dès le début des années 90, depuis tous les pays du monde, arrivent dans l'entreprise plus de 20 000 demandes de réservation. Sur l'année, 20 000. Certains n'hésitent pas à y ajouter une lettre de motivation. Ferrand-Adria les a publiées dans un de ses livres. Certaines. Pour mieux faire monter la pression, il n'ouvre que d'avril à octobre. Alors pourquoi seulement d'avril à octobre? Parce qu'il n'est pas fou. Il sait très bien qu'après octobre, sur cet endroit-là de la Costa Brava, on voit surtout passer les masques, comme on est dans le métier. Hein. Voilà. Bon, c'est pas la saison. Et puis, en plus de ça, il a besoin de créer avec son équipe. Il faut qu'il crée. Donc, il est en laboratoire à Barcelone, laboratoire culinaire, et là, avec son équipe, il va créer. Et ça, pour ça, il faut des mois et des mois. Il va créer le menu de la prochaine saison, puisqu'on ouvrira début avril. Il met au point, et il appelle ça la mise au point des recettes qui vont enchanter la gastronomie du futur. Fermez les guillemets. C'est joliment dit, hein, parce que enchanter la gastronomie, c'est déjà pas mal, mais celle du futur, c'est encore mieux. Voilà. Les critiques du monde entier sont dithyrambiques. Tout au moins au début. De 2006 à 2009, le magazine britannique Restaurant, qui appartient à Nestlé, hein, clairement, hein, ça on peut le dire, c'est la vérité, lui décerne le titre de meilleur restaurant du monde. Le guide Michelin, lui-même, va lui donner 3 étoiles. Alors, ils vont s'en repentir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Le couvert est vendu 170 € en 2006. 170 € en 2006. Sans les boissons, évidemment. Et on fait 50 couverts par service, qui ne sont pas appelés des clients, mais qu'on qualifie de privilégiés. Il n'y a pas de liste de clients à El Bulli, il y a une liste de privilégiés. Car manger à El Bulli est un privilège. Le menu s'impose à tout le monde. Il est hors de question d'y changer quoi que ce soit, évidemment. Il y a 25 plats. Je vous en prie. Il y a 25 plats.
J'espère que ce n'est pas ce que je raconte qui vous incommode. Il y a 25 plats dans le menu, ou plutôt des simulacres de plats. Je vais vous donner des exemples. C'est pas dans l'ordre, hein. C'est pas... Vous voyez arriver sur une petite assiette adéquate une lamelle de champignons de Paris grillés. Une lamelle fine, grillée. Elle est accompagnée d'un dé à coudre d'écume de champignons. Alors c'est quoi l'écume de champignons? C'est le jus de cuisson des champignons dans lequel on a envoyé l'air comprimé. Ça mousse, un dé à coudre. Et c'est pas tout. Il y a une petite boîte en carton, de la taille d'une boîte d'allumettes, petite boîte d'allumettes, dans laquelle il y a quelques gouttes de concentré d'essence de champignons. Et le client doit ouvrir pour sentir et croquer le reste. Ça, c'est un plat. J'invente rien. Hein. Attendez, c'est pas fini. Pas fini. Après, vous avez un pavé de sorbet de melon grillé au barbecue. On fait du sorbet de melon en utilisant les additifs alimentaires qui conviennent. On va le solidifier à moins 20, moins 30 degrés, parce qu'on a des bonbons d'azote liquide en cuisine. Hein. Et l'azote liquide s'évapore, je crois, que les physiciens me pardonnent, aux alentours de 145 degrés, un truc comme ça, ou 160, je ne sais plus très bien. 160, merci. Et ce pavé de sorbet de melon, on va le poser sur le grill pour le quadriller. Il fallait penser à faire griller de la glace. Hein. Vous allez avoir du consommé de crabe, jusque-là tout va bien, mais on ne va pas le servir comme du consommé. Non, n'importe quelle andouille sait le faire, ça. On va faire des billes avec ce consommé de crabe. Faire des petites billes qu'on va vous servir dans une cuillère à soupe. Ce qu'on met dans le consommé de crabe pour faire des billes, ça l'histoire ne le dit pas. Mais vous allez voir la suite. Alors, je continue un peu plus vite, du croquant d'algues, des pétales de rose en tempura. Bon, là, c'est encore pas très créatif, parce que le tempura, c'est une technique japonaise qui consiste à plonger dans un mélange d'eau glacée et de farine, et puis de saisir à la friture très chaude. Bon, pétales de rose, c'était peut-être pas le plus bête, ça d'ailleurs, mais enfin bon. Du caviar d'huile d'olive aux anchois, pareil, avec de l'huile d'olive, on fait des billes. De l'huile d'olive dans laquelle on marine les anchois, on fait des billes, avec je ne sais pas trop quel additif alimentaire, et ensuite on sert ça comme ça. Voilà. Bien. Perles de melon d'eau en suspension dans un jus de langoustine, un mini steak de taureau, 15 grammes le steak, accompagné d'une seringue hypodermique de sauce que le client injecte lui-même dans la viande. Des pastilles de glace au whisky, etc., etc., etc. Alors en cuisine, il y a des compresseurs pour faire de l'air comprimé, on ne sait rien faire sans l'air comprimé pratiquement, et des bonbons d'azote liquide. Et une batterie d'additifs alimentaires va faire pâlir d'envie n'importe quelle usine. Et c'est là que ça commence à se gâter. Quand ils sortent de table, la plupart des clients ont faim. Mais ce n'est pas le plus grave, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la nausée. Et ce n'est pas le plus grave, parce qu'il y a un hôtel juste à côté. Il y a un hôtel. Cet hôtel, très vite, Adrien va le racheter. Il a les sous. Et dans cet hôtel, il y avait un article du Monde qui racontait par le menu l'état de la literie dans beaucoup de chambres, parce que les gens, ils n'avaient pas le temps d'aller au WC. Ils n'avaient pas le temps, excusez-moi. Hein. Matériellement, ils n'avaient pas le temps. Entre le moment où ils disaient il faut que j'y aille, et trop tard. C'est pas le plus grave. À l'hôpital de Figueres, l'hôpital local de Figueres, juste à côté, il y a l'étage El Bouli. Attendez. Je ne me permettrai pas de dire en public des choses qui ne sont pas avérées. Il y a l'étage El Bouli. Il y a un étage qui est réservé aux gens qui sont malades après avoir mangé chez Adrien. Et on a beau être le premier cuisinier de la planète, le plus grand, on a beau être soutenu par le New York Times, il vient un moment quand même où, après il y a les collègues restaurateurs et cuisiniers qui trouvent quand même que c'est beaucoup. Certains vont dire, ils vont s'exprimer publiquement, ils vont dire tout ça c'est bien joli, mais supprimons à Ferran Adria la totalité des additifs, que fera-t-il ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Est-ce que la cuisine gastronomique a besoin de la chimie ? Parce qu'en fait, la question, elle n'est pas ailleurs. Alors, après la question, tout à l'heure je disais, pourquoi tous ces règlements, qui les a faits ? Il est clair que on ne sait pas comment il a acheté son restaurant, on sait comment il l'a exploité,
On sait qu'il a soutenu dans la presse. Tout ça, ça fait ce que des enquêteurs pourraient appeler un faisceau de présomption. Bizarre, hein? Voilà. De toute manière, la cuisine moléculaire, bon, un, c'est pas vraiment de la cuisine, et deuxièmement, c'est un cocktail d'additifs. Alors, c'est un cocktail d'additifs, les émulsifiants, les agglomérants, les antioxydants, les colorants, les stabilisants, les exhausteurs de goût. Il faisait grand usage de glutamate monosodique, les alginates, c'est pour les pires, les gluconates de calcium, ça c'est une sacrée saleté, les carragénates, ça c'est extrait des algues, c'est pas le pire non plus, l'oxyde de titane, interdit en confiserie, mais pas dans l'industrie pharmaceutique, on en mange encore, moi le premier. L'industrie pharmaceutique a toujours le droit d'utiliser l'oxyde de titane, alors que les confiseurs n'ont plus le droit. L'oxyde de titane, c'est un truc merveilleux l'oxyde de titane. Hein. Vous en mettez dans un produit, ça devient blanc, mais alors un blanc, pas gris clair. Hein. On s'en servait en pâtisserie quand on faisait socle en sucre, dans le sucre en cuisson, pour avoir du sucre extra blanc, sucre coulé, vous savez, cuit, extra blanc, pour faire des pétales de rose, des trucs comme ça. Mais on disait aux gens, ne pas consommer. Hein. Ah oui, on écrivait ne pas consommer, hein, bien sûr. C'était des pièces expo. Et il utilisait aussi beaucoup de méthylcellulose. Alors le méthylcellulose, ça c'est vraiment une saleté. C'est vraiment une saleté, le méthylcellulose, et qui notamment engendre des troubles intestinaux très rapides et souvent graves chez certaines personnes. Alors l'objectif principal, c'est de travestir à l'extrême les produits de base, de désassembler de façon aussi inattendue que possible. Et le but, c'était quoi? C'était de surprendre des clients qui étaient revenus de tout, des gens riches, revenus de tout, qui cherchaient à connaître une expérience inédite, et surtout à faire partie d'un tout petit nombre de privilégiés. Quand les riches parisiens vont à Saint-Malo, ils y vont en février pour faire du padding dans la mer, avec des combinaisons néoprène de 5 mm. Il leur faudrait pas l'idée de faire ça en été. N'importe quel âne ne peut faire ça en été. Mais faire ça en plein mois de février, quand il gèle presque, ou mieux que tout quand il neige sur Saint-Malo, alors ça c'est quelque chose, si vous voulez. Voilà. Là on peut dire en rentrant à Paris, ben, j'ai fait ça à Paris ou à Lyon, ou ailleurs. Hein. Voilà. Bien. Voilà. Alors, je vais abréger un peu parce que, oui. Ferrand Adria, il va commercialiser ses produits, il va créer une société qui s'appelle Textura, avec un S à la fin, Textura. C'est bien trouvé, et il va ouvrir un site, www.texturaelboulier.com, pour vendre ses additifs. Il vend des petits coffrets d'additifs avec des recettes, pour que les gens puissent... Et oui, il a fait beaucoup de fric avec ça. Alors il vend des livres aussi, bien sûr. Et ces additifs, dont beaucoup sont utilisés principalement dans l'industrie des cosmétiques, il dit, j'ouvre les guillemets, qui sont là pour apporter une touche de magie à votre cuisine. Fermez les guillemets. Voilà, c'est la cuisine techno-émotionnelle, qu'il qualifie également de branche catalane de la cuisine moléculaire. Voilà, alors ça c'est un article du Monde que vous pouvez vous procurer en ligne, 26 juin 2008, sur les archives du Monde. C'est très édifiant. Voilà. Alors en 2008, les langues commencent à se délier en 2008. Parce que beaucoup de chefs de cuisine, et puis parmi les plus grands, sont fatigués de l'imposture. Ils commencent à en avoir marre. Parce qu'ils savent ce que c'est que de faire tourner un restaurant 3 étoiles, ce que ça coûte en compétences, en fric et tout, et en peine qu'on se donne, et ils sont un peu fatigués de voir un imposteur qui est sous le feu de la rampe et qui s'est fait passer pour des imbéciles. Voilà. Et donc, c'est Santi Santamaria, un chef espagnol coté 3 étoiles au Michelin depuis plusieurs années, qui exploite le Can Fabes à Sant Celoni en Catalogne, c'est un Catalan. Donc Ferrand Adria va être trahi en premier par l'un des siens. Voilà. Et donc il va ouvrir le feu, il va écrire un article dans la presse professionnelle qui va être repris notamment dans El País, le quotidien espagnol El País, et il accuse carrément et nommément Adria d'empoisonner sa clientèle avec des additifs. Et il emploie le terme empoisonné. Le procès, il n'y aura pas de procès en diffamation, c'est tout prêt. Il va y avoir une prise de bec et puis finalement, Adrien va caler. Il va caler pourquoi? Parce que si procès il y avait eu, Santamaria, il aurait fait témoigner tous les gens, beaucoup de gens qui avaient été gravement malades.
en justice, on a pas des témoins, bon voilà. Bien. Donc il va caler l'affaire. En 2009, le journaliste allemand Jörg Ziprik lui emboîte le pas. Il publie un livre qui va très bien se vendre. Les dessous peu appétissants de la cuisine moléculaire. Traduit dans la plupart des langues, en français, en anglais, etc. Grosse vente. Le temps se couvre. Mais Adrien reste droit dans... Alors tiens, en Italie, le gouvernement durcit les règles et interdit l'emploi de la quasi-totalité des additifs alimentaires dans la restauration traditionnelle. C'est le seul pays qui l'a fait. Gouvernement italien. Adrien reste droit dans ses bottes et il écrit, j'ouvre les guillemets, c'est hypocrite de dire que la mission de la gastronomie est de se soucier de la santé. Fermez les guillemets. Il y a le feu au plancher, hein. Il y a le feu au plancher. Finalement, il ferme brutalement ses portes en pleine saison le 30 juillet 2011. On rembourse les arts des gens qui avaient réservé et on ferme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Il y a eu des plaintes. Et là, il se dit qu'il pourrait peut-être aller faire un tour par la casse-prison, comme au Monopoly. Il n'a pas trop envie. Donc il préfère fermer. Alors, soi-disant, c'est pour prendre du recul, ouvrez les guillemets, et envisager l'avenir. Il promet de réouvrir en 2014, donc 3 ans plus tard, mais il n'ouvrira jamais. Il ne rouvrira jamais. Il va vendre la boutique et disparaître à tel point qu'on ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il vit de ses rentes, peut-être. Je ne sais pas. Alors ensuite, il y a tous ceux qui avaient pris la trace. Oui. Et oui. Aston Blumenthal, en Angleterre. Blumenthal, c'est un vrai cuisinier, lui. C'est pas un bricoleur. Il avait emboîté le pas d'Adrien, il avait suivi la mode. Ben, il va s'en repentir. Il va s'en repentir parce que lui, c'est le Fat Duck, à côté de Londres. 3 étoiles Michelin, dans la petite ville de Bray, tout près de Londres. Il va choper 17 jours de fermeture administrative pour intoxication alimentaire et une forte amende parce qu'il y avait eu des dépôts de plaintes. On estime qu'il a perdu 160 000 € de chiffre d'affaires, il ne s'en est pratiquement jamais remis. Entre le 12 et le 16 février 2013, 63 personnes sur les 78 clients qui avaient été servis sont victimes d'une gastro-entérite aiguë après avoir mangé au Noma, à Copenhague, chez M. Redzepi. Sur les 63, il y en a plus de 40 qui sont hospitalisés dans un état jugé sévère. Et là, c'est la méthylcellulose qui est en cause, qui a été utilisée à trop haute dose et qui a empoisonné carrément les gens en attaquant la muqueuse intestinale. C'est fini, la messe est dite. Donc, on ne va plus parler du tout de ces plaisanteries-là. Certains disent oui, mais il a quand même ouvert des pistes intéressantes, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, peut-être. Enfin, mon avis, je ne partage pas ce point de vue-là. Alors moi, je pose des questions. Première question, comment Adrien a-t-il financé son installation professionnelle ? J'ai bien cherché, j'ai rien trouvé. Qui étaient les bailleurs de fonds ? Qui s'est porté garant ? Il n'y a pas d'argent, il a fallu emprunter. Qui s'est porté garant ? Est-ce un hasard si la diffusion de la théorie de l'orthorexie a eu lieu sensiblement au même moment ? C'est concomitant. Pourquoi certains magazines, les chantres habituels de la cuisine moléculaire, se sont-ils donné autant de mal pour accréditer l'idée que les troubles subis par la clientèle étaient dus à un novavirus, micro-organisme providentiel dans la circonstance et qui présente la particularité d'être indétectable à toute méthode actuelle d'analyse et de contrôle. À dire, mais oui, mais c'est le novavirus. C'est la faute du novavirus. Il n'existe pas, le novavirus. Il n'existe pas. C'est un artefact. Mais, par contre, les intérêts de l'industrie agroalimentaire pour nous faire accepter les additifs comme sains et sans danger, alors ces intérêts financiers-là, alors eux, ils sont planétaires, ils sont colossaux, c'est clair. Voilà. Pour les industriels de la malbouffe, c'était providentiel. Il n'est pas né en 82, c'est pas possible. Comment ? Il n'est pas né en 82, c'est pas possible. Il est né en 62, pardon. Oui. C'est une fois, excusez-moi, oui, c'est une coquille. T'es né en 62, bien sûr, bien sûr. Merci, Dany. Voilà, c'est la conclusion. Faire entrer ainsi en force la chimie dans notre gastronomie revenait à apporter la preuve que les temps avaient changé, qu'il fallait revoir complètement notre façon de penser, non seulement la gastronomie, mais aussi l'alimentation quotidienne. Voilà, c'est le but, en fait. Clairement, c'était le but. Aujourd'hui, on peut le dire. Et
je veux vous dire que les dégâts ont été importants parce que nous avions quand même des élèves en école hôtelière dans les années, au tournant des années 2000-2005, qui nous reprochaient de ne pas faire de cuisine moléculaire. Ah oui, clairement. Et certains étaient même, alors c'était pas les meilleurs, hein. Ils disaient, mais pourquoi on ne fait pas de cuisine moléculaire? C'est l'avenir. C'est même pas l'avenir, c'est le présent. On doit faire de cuisine moléculaire. Alors bon, on leur dit, écoutez, on va commencer par faire le programme déjà. Ça, c'est la réponse des profs. Hein. Commençons par faire le programme et puis après on va voir s'il reste du temps. Bien. Alors, maintenant, moi je vous parlais un petit peu de ces fameux additifs alimentaires. On va aller assez vite. Hein. Alors, selon l'OMS, ce sont des substances ajoutées. Ça, c'est la définition officielle. Hein. Des substances, le sel, le sucre, sont des additifs alimentaires. Pour préserver ou améliorer l'innocuité, la fraîcheur, le goût, la texture ou l'aspect des aliments. Voilà, définition très générale. Effectivement, là, qui pourrait dire que c'est une mauvaise chose d'améliorer l'innocuité et la fraîcheur des aliments? Comment peut-on améliorer la fraîcheur des aliments? C'est intéressant, ça. Avec la machine à remonter le temps, j'imagine, mais bon. Voilà. Mais ils l'ont quand même écrit. Hein. Alors, améliorer le goût, bien sûr, améliorer le goût, ça, toujours. Texture ou l'aspect. Alors, ils ont également écrit, ça c'est l'OMS et la FAO, que l'utilisation des additifs alimentaires ne se justifie que si elle répond à une nécessité technologique, attention, si elle n'induit pas le consommateur en erreur, et si elle sert une fonction technologique bien définie, comme celle de préserver la qualité nutritionnelle des aliments ou d'améliorer leur stabilité. Ça c'est assez important, parce que il est clair qu'il y a énormément d'additifs alimentaires qui ne sortent complètement de ce cadre-là. Complètement. Mais encore une fois, il n'y a pas de contrôle. Le seul contrôle qu'il peut y avoir, c'est celui du consommateur. De la part des pouvoirs publics, il n'y a aucun contrôle. Alors, 3 catégories, toujours d'après l'OMS, les agents de sapidité, améliorer le goût ou l'arôme, les préparations enzymatiques, très employées en boulangerie, en biscuiterie, pour les jus de fruits, et dans la fabrication des fromages, là également ce sont des choses qui visent à développer des arômes essentiellement, et enfin les autres additifs. Alors ça c'est la bouteille à l'encre, il y a tout dedans. Comment est-ce qu'on évalue les risques? Eh bien théoriquement, l'OMS est responsable de l'évaluation des risques. Alors c'est pratique, hein. C'est pratique ça sur l'OMS, hein. Parce que si vous voulez, ce serait presque aussi efficace si l'organisme certificateur et contrôleur était sur Neptune ou sur Jupiter. Parce que l'OMS, c'est quoi? C'est qui l'OMS? Il est où celui-là? Qui le représente? Pourriez me dire, vous qui représentez l'OMS en France? C'est Dieu le Père. Hein? Il est là, mais où? Puis il fait quoi? Voilà. Donc, c'est eux qui sont responsables de l'évaluation des risques. Alors, elle est menée par un groupe mixte qui s'appelle le GECFA, d'experts, FAO-OMS. Ça commence à se compliquer un peu parce que seuls les additifs alimentaires qui ont subi une évaluation de leur innocuité et qui les a trouvés sans risque sanitaire appréciable pour les consommateurs, appréciable, peuvent être employés. Appréciable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut fixer un prix en français. Autrement dit, qu'on peut mesurer. Ah, ça c'est intéressant. Parce que comment on mesure? Comment mesurer le risque sanitaire? Comment mesurer? Les textes toxicologiques que le GECFA demande incluent des études de toxicité aiguë à court terme et à long terme. Mais, sur les produits pris individuellement. En aucun cas sur les associations. En aucun cas sur les synergies. En aucun cas. Or, je vous mets au défi de trouver un produit venant de l'agroalimentaire dans lequel vous avez un additif. Il y en a toujours plusieurs. Et des fois, il y en a 4 lignes. Dans certains cas. Ils sont encore obligés, heureusement, de le marquer sur l'étiquette. Alors, en bas, c'est un commentaire. Ça, c'est de l'officiel. En bas, c'est mon commentaire. Il est impossible de trouver dans les informations diffusées par l'OMS le moindre indice que des études sont réalisées sur des synergies. Ça n'existe pas. Tout simplement. Il n'y a pas de synergie. Je vais vous dire un truc. Quand j'avais mes enfants qui étaient petits, un jour le pédiatre me dit, on donnait du TAO aux enfants, du sirop du TAO quand ils toussaient, etc. Il dit, mais attention, hein,
attention, ne leur donnez pas en aucun cas de l'icaran, qui est une autre molécule. TO plus icaran, mort instantanée. C'est comme du cyanure. Si vous voulez vous tuer, TO plus icaran. Boum, terminé. TO plus icaran. C'est la synergie. Et c'était une synergie tellement redoutable que le pédiatre le disait. Le TO, je ne sais pas s'il existe encore, c'est un sirop très utilisé en pédiatrie. TO plus icaran. Bon. Les synergies avec les additifs alimentaires, notamment le méthylcellulose et le gluconate de calcium, notoirement, ça donne un cocktail vomitif. Mais ça n'a jamais été évalué. Jamais. On se garde bien. Parce que, alors, officiellement, c'est trop compliqué. Effectivement, c'est compliqué, j'en conviens. Faut-il s'inquiéter? À mon avis, oui. Oui, et beaucoup. Il faut beaucoup s'inquiéter. Parce que les conflits d'intérêts, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, des conflits d'intérêts. Et pour qu'il y ait conflit d'intérêts, encore faut-il qu'il y ait déclaration d'intérêts et que les déclarations soient faites correctement. On sait très bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les synergies, on en a parlé, je passe, les intérêts financiers sont énormes. Et le laxisme avéré des organismes de contrôle, quand je parle de laxisme avéré, je pèse mes mots. Qui peut dire que l'usine dans laquelle on a fabriqué les pizzas qui ont tué les gamins était contrôlée? Il y avait des rats dans l'usine. Il y avait des monceaux de déchets sous la machine, putréfiés. Il y avait des rats. Ça a été filmé, ça a été mis en ligne par certains employés. Bon. On va vous dire qu'il y avait des contrôles là? Les contrôles, c'est des autocontrôles. L'industriel se contrôle lui-même. Contrôler. Ah oui. Tiens, maintenant vous viendrez contrôler tout à l'heure que j'ai bien mouché mon nez. Hein. Et puis je vous paierai pour ça. Non, mais attends, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais ça, excusez-moi, je ne fais pas de politique, c'est M. Sarkozy qu'on le doit. Hein. C'est lui qui a désossé la DGCCRF, hein, complètement. On est passé à la notion d'autocontrôle. Qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Est-ce qu'il y avait l'intention de délibérer d'eux? Je ne sais pas. Mais en attendant, historiquement parlant, ça s'est fait en 2008. Voilà. C'est exact. C'est exact. Dans l'industrie, dans le nucléaire, dans le chimique et partout. C'est exact. C'était l'air du temps, dirons-nous. C'était l'air du temps. Voilà. Bon, en attendant, c'est ce que nous mangeons. Quant au schéma législatif européen, eh bien, il est certain qu'ils font la part belle aux industriels. Alors, que faire? Eh bien voilà, je vous amène une solution, que vous connaissez peut-être déjà, d'ailleurs. Il y a un petit ouvrage qui a le mérite de pouvoir être mis dans la poche. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est bien, dans le sac, dans la poche. Voilà, vous avez tous les additifs alimentaires utilisés en France à l'heure actuelle. Alors, rouge, vert, orange. Rouge, évitez absolument, vert, pour y aller. Rien ne prouve que ça, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, que ce soit nuisible. Orange, évitez si vous pouvez. Enfin, bon, une fois de temps en temps, ça ne va pas vous tuer. Voilà, bon. Et ça vous donne, en plus, ça vous donne souvent les sources documentaires qui permettent de le classer comme ça. Ce n'est pas un travail de fantaisie. C'est un travail de compilation qui a été fait par une certaine Corinne Gouget, journaliste, décédée en 2015. Elle se serait suicidée en se jetant sous un train. D'aucuns disent qu'on l'a aidée. Je ne sais pas. En attendant, elle s'est suicidée à la gare de Frontignan, à la sortie de la gare de Frontignan, un soir à 22h, en juin 2015. Elle avait ses bagages, elle avait un billet d'avion pour etc. Et elle s'est suicidée. Imaginez que vous faites vos bagages, vous prévoyez un voyage, vous prenez vos billets, etc. Vous avez votre chèque, et puis vous jetez sous le train. Oui, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon, en attendant, il est certain qu'après avoir la première publication de ce truc-là, c'est vrai qu'elle a eu de la tablature avec beaucoup de gens. C'est vrai qu'elle a fait l'objet de menaces, c'est vrai, clairement. Bon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, si vous avez ça dans la poche, que vous n'achèterez pas. Clairement, vous ne l'achèterez pas. Chariot d'or. Bon, c'est facile à trouver. Hein. Alors, ça, c'est pas un livre d'opinion. Ça fait mention de recherches, d'études scientifiques, médicales, etc. Voilà. C'est un peu l'antidote, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez éviter systématiquement de manger des produits qui sont trop chargés, eh bien, vous allez vous condamner vous-même
à tout préparer, ou presque. Trouver des biscuits pour donner aux enfants, il y en a quelques-uns, mais bon. Ou alors ça coûte très cher. Trouver ça dans les magasins. Cela dit, tout dépend, là encore une fois, où on met le curseur. Alors très rapidement, parce que je suis en train de sortir du cadre horaire, je vous avais dit que j'en parlerai un petit peu. Tout récemment, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, l'Union européenne a augmenté la liste des insectes autorisés de 5 espèces. Ça s'est fait il y a un mois et demi à peine. Voilà. Il y avait 3 espèces autorisées, il y en a désormais 8, des espèces d'insectes. Alors autorisées, ça veut dire quoi? Qu'on a le droit de les élever et de les préparer pour les intégrer dans l'alimentation humaine. C'est tout. Alors pourquoi fait-on ça? Eh bien parce que, alors là aussi, il y a 2 points de vue. On peut dire, effectivement, les protéines animales venant de l'élevage industriel et autres, non, ça ne va pas, etc. Ça pollue la planète, ceci, cela, l'éthique. Mais des protéines animales, il nous en faut quand même. On en a besoin malgré tout. Donc, si on peut les trouver dans les insectes après tout, les insectes sont consommés par beaucoup d'êtres humains sur la planète depuis très longtemps. Très longtemps. Ils s'en trouvent très bien. Pourquoi pas? C'est pas notre culture, mais je vous dirais, on ne mange pas de serpent non plus. Si vous allez en Indonésie, vous mangerez du serpent, très facilement. En Thaïlande aussi, et c'est très bon. Et c'est très bon. Et moi j'ai connu un copain cuisinier, il attrapait des couleuvres, et il les servait, il faisait passer ça pour des anguilles. Bon, c'est meilleur que l'anguille, je vous dis franchement. Et puis en plus, il n'y a pas d'arête. Mais nous, on ne mange pas de serpent, on ne mange pas de chiens, on ne mange pas les chats. Bon, sauf pendant le siège de Paris en 1870, évidemment. Mais bon, voilà, donc c'est culturel. Moi, personnellement, manger des insectes, à la limite, s'il y a une solution là-dedans, pourquoi pas. Après, il va peut-être falloir regarder le comment de la chose. Évidemment. Mais sur le principe, pourquoi pas. Alors voilà, les insectes. Il faut très peu de... Le rendement est excellent. Voilà. Alors les algues. C'est pareil, on vous dit les algues, bon, mais dans les algues, il y a beaucoup de... Alors je vous en ai mis quelques-unes. Alors les Japonais mangent des algues depuis très longtemps. Il y a des algues très intéressantes du point de vue nutritif. C'est une disponibilité intéressante également. Donc pourquoi refuser a priori? Maintenant, moi, toutes les expériences que j'ai faites avec ces produits-là, je vous le dis franchement, étaient décevantes du point de vue gustatif. Peut-être qu'on n'est pas habitué, c'est pas notre culture. Et Dieu sait que le fait culturel dans l'alimentation est d'une extrême importance. Si vous avez des Américains à dîner, ne leur faites pas du lapin. La plupart du temps, le lapin, oh, quelle horreur, mais non, on ne mange pas de lapin. Ah oui, non, ils ne veulent pas. Ne faites pas du lapin à des Américains, ne servez pas de la couleuvre sautée à des Français, etc., etc. Nous avons tous nos préventions par rapport à ça. Mais c'est culturel. Donc peut-être faut-il ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et voir un petit peu plus loin dans la réflexion. Voilà. Bon, le nori. On arrive à quand même, dans certains cas, 50% de protéines. Et des protéines bien structurées du point de vue nutritionnel. Ça mérite réflexion. Conclusion. Est-ce qu'on va échapper à l'emprise de l'agroalimentaire? C'est pas sûr du tout. Mais le pouvoir est dans nos mains. Parce que c'est nous qui achetons. Donc il faut faire attention. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons manger. Si nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre alimentation, eh bien on aura forcément un résultat plus intéressant. Inévitablement. Voilà. Se méfier de la publicité. Coluche disait, la publicité est faite pour vendre à des gens qui n'en ont pas besoin, des choses qui n'ont pas les moyens de se payer. Bon, c'est du Coluche. Mais enfin, est-ce que c'est tout à fait faux? La plupart des publicités que nous voyons sur les écrans de la télé, ou que nous ne voyons pas, mais enfin, qui passent, disons, sont faites pour vendre des choses dont on n'a pas réellement besoin. Puis ma grand-mère disait, les bons produits n'ont pas besoin de réclame. Voilà. Il faut sans doute se méfier des sirènes de la publicité. Voilà. L'éducation de nos petits-enfants. Parce que pour nos enfants, je crois que la messe est dite. Mais pour nos petits-enfants, on peut encore essayer de leur montrer la différence. Et c'est dur. Pour expliquer à mon petit-fils qui a 7 ans bientôt que le Nutella, c'est pas bon du tout. Il me dit, mais non, papy, mais non, le Nutella, c'est délicieux. Il me dit. Je dis, oui, mais il bouche les artères. C'est quoi les artères? Ah.
Il y a du boulot. La conclusion. Je suis désolé, j'ai mordu un peu, mais enfin bon. Nous nous donnons du mal pour faire de nos repas un plaisir. Manger, c'est un plaisir. C'est une nécessité, mais pour l'être humain, c'est aussi un plaisir. Pas seulement pour l'être humain d'ailleurs, je pense. Et si le moment était venu de penser aussi que pour nous, c'est un gage de santé. Et là, c'est un retour en arrière. Hippocrate a écrit que ton aliment soit ton médicament. Dans son traité de médecine, dans le début du traité. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu de se dire bon appétit, quand on va se dire bonne chance. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.